je suis corésien avec un nom breton. Personne n'est parfait. Hein. Voilà, donc quand on est corésien, tout le monde connaît Jacques Chirac, mais on ne connaît pas la Corrèze. Donc c'est une zone, je dirais encore, où on peut faire 50 km sans voir de pompe à essence, ce qui est très bien d'ailleurs. Et bon, voilà. Donc j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, avec une partie dans la ferme de ma grand-mère, des endroits un peu isolés, hein, où en général la personne, l'agriculteur dormait dans les années 60-70 avec son fusil au pied du lit. Hein. Donc on tire avant de savoir qui vous êtes. Ben, ça n'a pas beaucoup changé quand même. Et bon voilà, donc ma grand-mère connaissait parfaitement les plantes, connaissait bien, donc elle m'a fait connaître ça. Et depuis que je suis tout petit, j'ai appris à dessiner. Enfin, appris à dessiner, non, j'ai pas appris, j'ai toujours dessiné. Donc j'ai toujours étudié des plantes, j'ai toujours eu des chats, des élevages de vers de terre, d'autres insectes, etc. Donc ça a commencé comme ça, passionné par les plantes et la médecine des plantes. Et bon, la pharmacie semblait... Bon, après, ça a été très dur parce que Paris, pour un campagnard, c'était pas terrible. Voilà. Donc vous faites vos études, vous continuez de passionner par le même domaine, et puis après vous avez des professeurs qui vous emmènent vers une thèse qui correspond à ce domaine, et c'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique avec une volonté qui m'a apporté énormément de choses, et puis qui peu à peu est devenue une boîte à faire travailler et faire vivre des fonds de pension et des actionnaires. Et après 25 ans de bons et loyaux services, je suis revenu à ce que je faisais avant, de l'enseignement. Et du travail sur le terrain et de l'écriture. Voilà. Mais comme je le disais, j'ai jamais été... j'ai passé ma carrière d'écolier à être à la fond de la classe parce qu'on confisquait toujours ma boîte où j'avais mes coccinelles. Voilà, les études m'ont jamais passionné. Si, à partir du moment où j'étais en université, là j'ai découvert ce que c'était que des études. Parce qu'on apprenait quelque chose, il n'y avait pas le prof ou l'institut avec son contrôle continu qui vous ennuie à longueur d'année. À partir du moment où vous avez une liberté, vous pouvez étudier. Si on vous impose l'étude, vous n'étudiez pas. Enfin, c'est mon cas en tout cas. Donc, bon, je suis resté moi sur l'illustration pure et dure, naturaliste, transformer un animal, une plante, comme c'est une photo. Le dessin a un avantage par rapport à la photo, c'est qu'on peut tricher. C'est pas Photoshop. C'est-à-dire qu'on peut rajouter sur une plante à la fois le fruit, les fleurs, les graines, choses qu'on ne peut pas faire avec une photo. Avec un dessin naturaliste d'une plante, en une planche, vous avez tout. Il faudra 10 photos. Donc, et puis c'est aussi le fait, quand vous regardez quelque chose, que sur le papier, il y a la même chose. Donc ça demande de rentrer un peu dans un cadre. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer, rajouter des pétales à une fleur. Il faut rester stricto sensu sur ce que vous voyez. Donc ça demande, je dirais, certain cadrage. Quoi. Vous ne pouvez pas jouer, fabriquer des fausses plantes comme on a fait à la Renaissance où les gens ne voyageaient pas. Et ceux qui voyageaient pouvaient ramener n'importe quoi comme idée puisque personne n'allait les contredire. Donc c'était là aujourd'hui, lorsque vous dessinez une plante, c'est comme si une photo, vous ne pouvez pas jouer. Ou un animal, vous pouvez faire 3 yeux. Ce qui était commun au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Hein. On jouait sur le fantastique, jouait sur la population, les émerveillés. C'est le devisement du monde de Marco Polo. On peut raconter n'importe quoi. Le livre des merveilles. À partir de là, tout le monde est content. Aujourd'hui, ça n'a plus cours. Personne ne peut concevoir. Moi, j'écris des ouvrages, je les illustre, qu'on peut passer 1 an à dessiner. Certaines fois 8 heures par jour. Parce que pour tout le monde, le dessin, c'est un jeu. Pour les enfants, tiens, fais-moi un dessin, tu foutras la paix. Donc, donc aujourd'hui, je continue à dessiner, je l'affirme. J'ai travaillé tous mes dessins à l'origine à l'encre de Chine. Donc ils étaient cerclés à l'encre de Chine. Et je remplissais comme on fait une BD. Maintenant, je dessine au crayon ou directement à l'aquarelle. Voilà. La grosse évolution, c'est qu'il n'y a plus ce cerclage de noir. Mais que beaucoup de gens regrettent d'ailleurs. Parce qu'ils trouvaient que c'était bien rentré dans une case. Maintenant, c'est plus... ça rentre pas, le contour de la feuille n'est pas toujours dans l'encre de Chine. Et c'est vrai que je suis sorti de cette BD. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est une évolution.
C'est pour ça que j'aime bien refaire des choses que j'avais faites il y a 20 ans, 30 ans. Comment je les revois aujourd'hui et de quelle façon. Le boulot. Le boulot, parce que je suis originaire de Haute-Corrèze, c'est un arbre qui existe sur les plateaux balayés par les vents, qui résiste au vent, et avec on fait plein de choses, et on y trouvait surtout des champignons. Voilà, il avait un automne magnifique qui cachait les champignons souvent, parce que j'ai passé mon enfance, elle est corrézienne, et donc c'est un arbre qui m'a toujours passionné. Quand j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, il m'a donné une matière première pour faire une piste de médicaments, alors que je le regardais depuis que j'étais enfant. Voilà. Alors comment ça se fait aujourd'hui? C'est un processus qui est long, parce qu'il faut trouver une plante, je dirais, la fleur française, on l'a bien explorée, même si on trouve toujours de nouveautés dessus, le bouleau en exemple. Donc on va aller chercher dans des niches un peu plus lointaines, exotiques, Amérique du Sud, Bornéo, Madagascar et autres. Donc cette approche, elle est sur le terrain au départ, une discussion avec ce qu'on appelle les tradipraticiens, qui soignent sur place avec leur façon à eux. Après, soit la plante vous intéresse, soit elle ne vous intéresse pas. Après, vous allez la ramener au laboratoire et vous allez la soumettre à des tests sur des cellules, ce qu'on appelle des tests in vitro, il n'y a pas d'animal. Pour regarder si elle a une activité anticancéreuse sur l'hypertension. Une fois qu'on a détecté un intérêt à cette plante, eh bien on va faire de l'extraction pour savoir quel est le produit actif dans cette plante. Après ce produit, on va essayer de voir s'il fonctionne toujours. Et dans 99,9% des cas, ça va s'arrêter parce qu'il est toxique, parce qu'il n'est pas assez actif, etc. Ou alors il est déjà connu, parce qu'on n'est pas tout seul à faire la recherche. Et après, l'étape suivante, ça va être des essais sur l'animal pour voir sur quelle grande fonction il joue. Et souvent, il va aussi s'arrêter là à 99% des cas. Et après, s'il passe ces étapes-là, on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle les phases précliniques et on va commencer à faire des essais sur des volontaires sains. Mais entre la recherche, la découverte de la plante, du produit ou de l'animal, parce qu'on ne cherche pas que sur les plantes, il va se passer entre 15 et 20 ans. Voilà, le jeu, il n'y a pas de, on ne peut pas arriver à faire plus vite, sauf dans des cas où ce produit aura une activité sur une forme de cancer. Donc à ce moment-là, on va couper certaines étapes, on va rentrer dans des phases cliniques particulières, avec des phases de risque où le client va à ce moment-là malheureusement signer une décharge du médecin, mais la plupart du temps, si vous voulez faire un antihypertenseur, vous allez être soumis à ces 15 années. J'ai participé à l'élaboration d'un médicament extrait de l'écorce de bouleau qui n'a pas fonctionné, malheureusement, parce qu'il était toxique, et en revanche, il avait un gros intérêt sur le sida. Côté positif, j'ai pu participer à l'élaboration d'un des principaux anticancéreux commercialisés aujourd'hui et extrait de feuilles d'if. Voilà. Un arbre décoratif en France, très toxique, et à partir de quelque chose qui est toxique, on peut quelquefois faire un médicament. Qui reste toxique, après, c'est une question d'effet de dose. Donc j'ai eu la chance de participer à cette aventure. Mais on n'est pas tout seul là-dedans. C'est un groupe de dizaines de personnes. Et c'était par pays, Non, on est en France, on est sur un site qui est en France, dans l'Île-de-France, mais pour faire un médicament, vous n'avez pas qu'un chercheur derrière. Il faut des personnes qui vont assurer le développement, d'autres personnes surtout qui vont assurer la chimie, pour le produire en grande quantité, ou l'extraction. Et dans les cas de feuilles d'if, pour assurer la planète Terre en anticancéreux extrait d'if, il faut approvisionner 100 tonnes par an de feuilles. Il faut les trouver. Donc on les trouve en général dans les tailles de haies. Parce que c'est un arbre qui est devenu un arbre décoratif, et le reste du temps, si vous voulez continuer à approvisionner, il faut cultiver la plante. Et ça demande aussi un travail d'agronomie derrière. Donc le chercheur, il n'est pas tout seul. À partir du moment où il y a quelque chose qui sort, il y a tout un monde qui va se développer derrière. C'est la plus belle collection au monde, et depuis qu'il a été scanné, ce qui a demandé 2 ans et demi pour le scanner, ça permet à monsieur tout le monde d'aller sur Internet et de l'ouvrir.
Alors qu'un herbier à l'origine, chaque fois que vous ouvriez l'herbier, ben, vous abîmiez le spécimen d'origine. Et cet herbier, il a permis aussi de s'apercevoir que 20% des plantes qui sont dans cet herbier n'existent plus aujourd'hui. Elles ont disparu des pays où elles ont été. Alors, quelquefois, on arrive à les faire regermer en prenant les graines de l'herbier. Après, l'herbier maintenant ne sera ouvert que lorsqu'on va chercher la plante, que lorsqu'on a vraiment un spécialiste qui a besoin. Et puis on va pouvoir aussi faire un prélèvement et rechercher si on peut extraire l'ADN de cette plante. Cet herbier, c'est pareil pour mes aquarelles. Quand vous arrivez à des milliers, on ne sait plus où elle est. C'est sûr. En revanche, quand vous avez dessiné quelque chose, vous savez que vous l'avez dessiné. Moi, j'ai commencé j'avais 8-9 ans, par la philatélie. Un philatéliste sait quel timbre il a dans sa collection. Et ça peut être des dizaines de milliers. Une fois que vous l'avez vu, vous l'avez rangé, vous savez que vous l'avez. Vous ne l'achetez pas 2 fois. Moi, je ne ferai pas 2 fois la même plante. Sauf que j'ai décidé de la faire à plusieurs périodes, parce que ce que je dessinais il y a 20 ans, je ne le dessine plus aujourd'hui. Donc je vais reprendre, je vais redémarrer, je vais en refaire une autre. Voir comment aujourd'hui je la conçois. Mais vous savez qu'un jour, vous avez dessiné telle plante, et si vous la revoyez, je l'ai déjà en stock, elle est à telle forme, elle est dans telle partie. C'est regarder ce qui se passe autour de vous. Voilà. Observer, savoir ce qui se passe autour, à l'écoute de pas seulement des conseillers électoraux et autres lobbies qui font fonctionner notre société. Écoutez les enfants. Écoutez les enfants parce que c'est eux qui serviront de conclusion qu'on leur transmette. Et je fais beaucoup d'interventions ces dernières années pour aussi bien dans les classes pas de maternelle, j'ai fait de la maternelle mais c'est un peu trop bas, mais je dirais des CM1, CM2. C'est là qu'on peut arriver parce qu'ils sont ouverts. Et c'est eux qui seront certainement dans le futur, qui pourront expliquer aux parents qui sont fortement déconnectés de leur environnement, mais très connectés sur leur tablette et leur portable. Avec les enfants, il y a de l'espoir. C'est une génération qu'on peut toucher, qu'on peut sensibiliser et qui sera capable de sensibiliser les parents ensuite. Parce que je pense que pour beaucoup d'adultes, c'est déjà perdu.